Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran dans 30 secondes à tous les coups pour la chaîne Foalier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Après l'introduction, après 6 épisodes pour comprendre comment, en politique, les VSS sont gérés, prises en charge et comprises. Il est temps de dresser une sorte de bilan et puis surtout d'ouvrir quelques perspectives politiques mais pas que, aussi sociétales. Parce que ce qu'on a lu, ce qu'on a vu, non seulement est parfaitement anormal et surtout inquiétant. Bonjour, Safran. C'est l'avant-dernier épisode de cette série. Cet épisode s'appelle « Articuler la politique et la justice pour prévenir et sanctionner les violences sexistes et sexuelles ». Ces 2 derniers épisodes seront relativement courts parce que tout a été dit, mais maintenant il faut pouvoir ouvrir. Il faut qu'on puisse se dire « mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça ?» À partir du moment où on a fait le constat absolument catastrophique de tout ce qu'on a vu dans l'introduction puis les 6 épisodes qui ont suivi, qu'est-ce qu'on en fait? C'est la dernière partie du document qu'on étudie ensemble. Les pistes pour rendre la sphère politique moins tolérante aux VSS. Le bilan que nous tirons des expressions politiques autour des VSS, c'est un constat d'impuissance. La situation actuelle où l'expression des victimes est compliquée et mal reçue, l'absence de procédure pour traiter les signalements, le renvoi dos à dos de la justice et du politique, les invectives partisanes, puis l'accalmie médiatique, qui fait que chacun est plus ou moins maintenu en poste en espérant que le temps fasse son œuvre. Rien n'est satisfaisant. L'affaire Bayou a souligné les limites des cellules d'écoute. Un peu pareil à LFI, où on a vu que les cellules d'écoute avaient leurs limites. Julien Bayou qui disait justement « J'ai demandé 4 fois à être auditionné par la cellule de ELV. Je suis innocent de faits dont je ne peux me défendre, qui ne me sont pas présentés. Sur mon cas à moi, comment voulez-vous que des membres bénévoles d'une cellule, qui d'ailleurs font un travail utile, admirable, revenez aux épisodes précédents si vous ne les avez pas vus pour comprendre à quel point ces éléments de langage sont dangereux, puissent juger le dirigeant. Si je suis blanchi, on leur dira qu'ils ont été trop conciliants, et s'ils me chargent, sanctionnent ou suspendent, on dira que c'est un règlement de compte pré-congrès. Mais pré-congrès, vous voyez, il y a toujours un événement politique qui fait qu'ils vont dire que c'est une sorte de théorie du complot, machin. Mais pour autant, dans d'autres mouvements où il n'y a pas de cellule, aussi imparfaite soit-elle, donc il n'y a pas de signalement, on pourrait dire qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas vrai. Donc l'enjeu, c'est la justice. En effet, le 1er janvier 2023, EELV annonce la clôture de l'enquête de la cellule dédiée au VSS. Aucune audition n'a été menée. L'ex-compagne de Julien Bayou doutant de la compétence des membres de la cellule ayant demandé l'externalisation du traitement judiciaire. La difficulté du renvoi systématique à la justice, c'est que cette institution est là pour sanctionner des coupables. Et dans le cas des VSS en politique, les victimes sont nombreuses et crient leur souffrance à longueur d'enquête, mais la justice ne trouve aucun coupable ou presque. Dans les 9 cas examinés dans cette étude, seuls Adrien Quatennens et Jérôme Perrin ont été condamnés. Ceci reflète que le jugement reste l'issue très minoritaire pour les plaintes déposées au tribunal. Les plaintes pour viol sont classées dans 70% des cas, pour agression sexuelle dans 75% des cas et pour harcèlement sexuel dans 82% des cas. On parle de celles qui en plus ont été déclarées, on ne parle même pas des centaines et des centaines et des centaines de milliers de femmes qui ont subi justement des VSS et qui n'ont jamais porté plainte. Ni les réseaux sociaux, ni la presse, ni les partis n'entendent se substituer à la justice. Mais la presse a le droit d'informer. Les victimes ont le droit de s'exprimer. Et les partis qui font et défont les carrières politiques, qui forment les militants, les militantes et les élus, ont le devoir de prévenir les comportements dangereux pour la santé physique et mentale de leurs membres. Au demeurant, on comprend bien que le temps politique et judiciaire sont désynchronisés. À titre d'illustration, le Premier ministre François Fillon demande au secrétaire d'État Georges Tron de quitter le gouvernement en 2011, alors qu'il est accusé de viol. Mis en examen le 22 juin 2011, il est condamné définitivement le 8 décembre 2021. Il est resté maire de Draveil jusqu'à mai 2021, date de sa condamnation en appel. Même l'un des principaux intéressés pose un constat lucide. Là, c'est Darmanin qui le dit. Notre difficulté, je comprends la Première ministre, c'est à la fois d'écouter la parole des femmes, et évidemment, en tant que ministre de l'Intérieur, on y met beaucoup de moyens. On y met moyens des moyens. Oui, je décide de faire des jeux de mots maintenant. Retrouvez-moi au One Man Show au caveau de la République tous les mercredis soirs. Ne venez pas au caveau de la République, j'y serai pas. Mais les procès ne se rendent pas sur Twitter. Est-ce que je suis exemplaire? Il faudrait le demander à mon épouse. On a aujourd'hui un équilibre subtil à trouver entre la présomption d'innocence et la garantie de notre démocratie à tous et à toutes. La garantie de démocratie, monsieur Darmanin, ça veut dire une presse en tant que contre-pouvoir très forte. Ça veut dire une justice qui a les moyens. Ça veut dire ça, monsieur Darmanin. En même temps, l'écoute naturelle de ceux qui ont à se plaindre. On est rarement juge de sa propre exemplarité. Elisabeth Borne qui disait, à propos de l'affaire Abad, je vais être très clair, sur tous ces sujets de harcèlement et d'agression sexuelle, il ne peut y avoir aucune impunité, sauf dans son gouvernement apparemment.
Il faut continuer à agir pour les femmes victimes d'agression ou de harcèlement et pour qu'elles puissent libérer leur parole. Elles ne libèrent pas la parole, les femmes, en ce moment. Les femmes, elles se sont toujours plaintes de ces trucs-là. Elles ont toujours dit qu'elles subissaient ça. Elles ont toujours dénoncé la domination masculine. C'est simplement que, avec la 4e vague du féminisme, à partir de Balance ton port et MeToo, la voix était tellement puissante, les femmes ont tellement parlé toutes ensemble en même temps que les hommes, ils ont été obligés d'entendre. Et les politiques aussi, et le pouvoir aussi. J'ai découvert l'article de Mediapart hier, je n'ai pas plus d'éléments que le fait que l'affaire a été classée sans suite. Je peux vous assurer qu'il y a de nouveaux éléments. Si la justice est à nouveau saisie, vous voyez, il n'y a pas de rapport entre le fait qu'il y ait des nouveaux éléments ou que la justice soit saisie. On est encore dans la même confusion. Revoyez l'épisode sur le flou judiciaire. Nous tirons les conséquences de cette décision. Bref. L'affaire Abad n'a rien réglé. Il n'existe pas de ligne sur la pertinence de nommer ministre avec tous les avantages, le pouvoir, les facilités et les devoirs que ça implique. Et rappelez-vous, quand vous mettez quelqu'un au pouvoir, il a le pouvoir d'instaurer sa narration, le pouvoir de faire ressentir une sorte de peur et de pouvoir à l'entourage qui va du coup le protéger. Et c'est une catastrophe. En dépit de son classement, l'affaire Darmanin pose des questions éthiques qui sont restées sans réponse. On a par exemple Bruno Retailleau, sénateur LR, qui disait « Il y a 2 poids 2 mesures. En 2017, Richard Ferrand pour l'affaire des mutuelles de Bretagne ou François Bayrou pour l'affaire des assistants de Modem n'avaient pas été mis en examen, mais ont été débarqués du gouvernement. Si les faits sont avérés, si la justice donne crédit à ces témoignages, il ne pourra pas rester au gouvernement. » Et c'est là qu'on voit que de temps en temps, vous avez des affaires qui sont des affaires de l'ordre économique, qui sont des affaires de l'ordre de la corruption, qui font qu'on éloigne des politiques parfois du pouvoir, ce qui est une excellente chose. Et en revanche, quand il s'agit d'avoir agressé des femmes, on voit qu'en réalité, les sanctions, elles sont soit rares, soit absolument minimes. Ce qui montre bien une chose, c'est qu'en fait, quand on s'attaque aux femmes, c'est pas si grave. En tout cas, c'est moins grave de s'attaquer aux femmes que d'avoir, volé de l'argent, d'emploi fictif et compagnie. Il est urgent d'agir en articulant mieux le politique et le judiciaire. Relevons à cet égard qu'une telle articulation n'est pas un vœu pieux, puisqu'elle a déjà été mise en place dans certains domaines et à la suite d'affaires révélées par la presse. Ainsi, en matière de déontologie, c'est l'affaire Cahuzac qui a donné lieu à l'adoption des premières lois sur la transparence de la vie politique, instituant une obligation de déclaration de patrimoine et d'intérêt pour de nombreux responsables publics et menant à la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Sauf que, qu'est-ce qu'il nous dit cet article juste après ? À l'inverse, les affaires de VSS n'ont pas à ce jour débouché sur une évolution notable des politiques publiques. Ce qui montre bien que, oh là là mon Dieu, un ministre n'a pas fait correctement sa déclaration d'impôt, on le met de côté, et c'est normal. Bon, il a peut-être violé une femme, laissons la justice faire son travail. Elle a condamné, permettons la réhabilitation. Elle n'a pas porté plainte, c'est des rumeurs et vous ne devriez pas en parler. L'articulation entre le politique et le judiciaire, c'est ça ce que ça veut dire. Et ça veut aussi dire que nous, en tant que citoyens, on a le devoir de comprendre comment la justice fonctionne. Et c'est pour ça que moi je vous dis souvent que je vais très régulièrement au tribunal passer une demi-journée, 1, 2, 3 fois par mois parfois, pour voir comment la justice est rendue. Je pense que c'est un travail citoyen de comprendre comment la justice fonctionne. Pour justement pouvoir ensuite faire un travail, d'éducation populaire ou de vulgarisation de la façon dont la justice fonctionne, pour pouvoir permettre aux personnes qui vont utiliser des concepts comme la présomption d'innocence ou dire qu'il y a eu un non-lieu sans comprendre ce que c'est, qui vont pas connaître la différence entre un témoin assisté par exemple et un mis en examen, etc. Ambiguïté, méconnaissance sur laquelle les politiques vont jouer pour pouvoir faire passer leurs éléments de langage. C'est notre rôle d'arriver sur Internet entre amis et d'expliquer. Il est témoin assisté, ça ne veut pas dire qu'il est innocent, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas assez de faisceau de présomption de culpabilité pour qu'il soit mis en examen. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'il est innocent s'il est témoin assisté. Vous comprenez ? Et c'est ça ce que cet article essaye de dire. Il va falloir mieux articuler la politique avec le judiciaire. Et on va conclure demain. Et on va conclure sur un chapitre qui s'appelle « La nécessaire remise en question de la pratique politique ». Il n'est pas question de parler d'enjeux, d'articuler entre la politique et la justice plus correctement. Il est question réellement de la pratique politique. Et d'ailleurs, cette dernière partie, qui est donc divisée en 2, l'épisode d'aujourd'hui et l'épisode de demain, elle est illustrée par 2 citations. L'enjeu est la participation des femmes à la vie politique. Heureusement, la citation n'est pas terminée. Dans les mêmes conditions que les hommes. Et on va parler de ça demain, et on va refermer ce dossier qui, je l'espère, vous aura plu. Prenez soin de vous, j'espère que tout va bien chez vous, et je vous dis à demain. Salut.